Salam alaikum. Donc, on reprend, si vous permettez, pour cette seconde vidéo. J'espère que vous n'avez pas zappé, que vous êtes encore là. Les 150, 160 personnes qui étaient en live. Et si j'ai pris du temps, c'est parce que j'ai répondu euh, sur le Messenger à la requête de certains de vos collègues étudiants qui travaillent aujourd'hui. Et on leur dit bon courage, c'est-à-dire qu'ils travaillent pour gagner leur vie et qui ont demandé est-ce que les vidéos seront disponibles plus tard. Je les assure que les vidéos seront disponibles aussi bien sur la page Facebook et si j'ai le temps, je vais les télécharger, les mettre sur ma chaîne YouTube. Comme ça, vous aurez une diversité de sources, mais c'est les mêmes vidéos. Autre élément, si j'ai choisi de les faire en live, bien que la qualité n'est pas très élevée, c'est pour interagir avec vous et en même temps, ce qui nous intéresse, c'est le partage de la connaissance plutôt que d'avoir des vidéos hyper sophistiquées avec des fleurs derrière. Donc, la deuxième vidéo et la dernière consiste à revenir sur la démarche d'audit. Comme si vous l'avez constaté, j'ai changé d'habit pour l'occasion et c'est tout simple parce que je vais aller travailler, je dois être davantage plus présentable. Tout à l'heure, c'est comme si j'étais à la maison en train de réfléchir sur ce que je suis et ce que je dois respecter. Là encore, je n'ai pas confronté le monde externe, ce qui n'est pas la réalité, bien évidemment. Euh, Maintenant, en affrontant le monde externe, je vais à ma mission. Et pour aller à la mission, il ne faut pas oublier deux choses élémentaires. La première chose, c'est votre boîte à outils. C'est la boîte de travail qui caractérise l'auditeur qui fait son expertise. Et ne pas oublier également que vous devez bien lire le TDR si vous êtes un auditeur externe ou de bien respecter la charte d'audit interne si vous êtes auditeur interne. La démarche d'audit, ce n'est que la séquence à suivre, celle des normes de fonctionnement, ce que nous avons appelé les normes de travail, c'est-à-dire les deuxièmes normes, type de normes majeures de IIA. Donc, c'est dans le même ordre. Sauf que la différence réside plus particulièrement dans l'usage de ma boîte à outils. Bref, il y en a trois grandes phases pour la réalisation d'une mission d'audit. La première, c'est la phase de la préparation qui se divise en deux. La phase de la planification et méthodologie et la phase de la prise de connaissance tout en évaluant les facteurs d'impact sur ma mission d'audit. La deuxième phase, c'est la phase de la réalisation de l'audit proprement dit et ou ce que nous appelons communément un contrôle sur pièce et sur place. Et cette réalisation se divise elle-même où elle est répartie également en deux grands volets. Le premier volet, c'est le volet de la collecte investigation, la collecte des informations et l'investigation auprès des parties intéressées. Et la deuxième partie, c'est l'analyse approfondie qui est également dite vérification de la véracité des données qui ont été collectées et leur analyse de manière à mieux aboutir vers les recommandations nécessaires. La dernière phase et la troisième, c'est la phase de la conclusion. C'est comme tout travail, bien évidemment, et comme tout projet, il a un début, il a une fin. Cette phase de clôture ou de conclusion se caractérise par deux moments essentiels. Le moment du rapport et de la réunion de clôture et également, à ne pas oublier, la question du suivi. Que deviendrai-je mes recommandations qui étaient au conditionnel et je ne peux pas les appliquer, mais appeler ou pas à les. On commence
par le premier élément, c'est-à-dire phase par phase. Je vais analyser phase par phase. La première phase, comme je l'ai dit, c'est la phase de la préparation et cette phase se caractérise particulièrement par la planification de la mission et la fixation de la méthodologie. Comme je l'avais signalé dans le cours, si je suis un auditeur externe, la fixation de la méthodologie peut être un document ou un élément qui est concurrentiel, c'est-à-dire qui est demandé par les soumissionnaires à la mission de l'audit avant même qu'il ne soit dedans. Ou il peut être également, autrement, un document plutôt livrable dès le démarrage de la mission. En quoi consiste cette planification ou cette fixation de la méthodologie? Il consiste à fixer le chemin à prendre, le chemin à suivre durant toute ma mission, durant toutes les étapes. La première étape, c'est le mode de collecte. Quels seront mes modes de collecte? Et nous avons compris, puisque je vais faire un contrôle sur pièce et sur place, les deux modes qui s'offrent à moi, c'est le mode documentaire et le mode, bien évidemment, terrain, qui peut consister par différents outils sur lesquels je vais revenir plus tard. Et ces modes et ces outils-là se font à deux niveaux ou sont utilisés à deux niveaux au moment de la prise de connaissance de ma mission. C'est un peu voir d'en haut un peu ma mission avec quelques entretiens si nécessaire, et également sont utilisés au moment de la collecte investigation. Également, dans cette méthodologie, on doit retrouver les modes d'analyse qui seront adoptés. Plus ma mission est étendue, plus ma mission est délicate, plus les supérieurs qui ont signé l'ordre de mission demandent davantage de travail, je vais progresser d'une méthode d'analyse analytique à une méthode systémique et à une méthode benchmarking. En écoutant benchmarking, le benchmarking peut être à la fois interne, c'est-à-dire l'organisation elle-même comparée en deux temps différents, ou externe, c'est-à-dire l'organisation comparée avec ses homologues, au moins dans le secteur ou à l'international. Autre élément qui est très essentiel et qui est très important et qui a une relation très étroite avec le budget et le temps dont je dispose, c'est la profondeur de l'analyse que je vais adopter. Et les profondeurs possibles, comme un peu comme je l'avais signalé, c'est le jeu de l'iceberg. La partie apparente de l'iceberg, la plus facile à faire, c'est la vérification des résultats. C'est ce que nous appelons l'approche ratio. Si vous n'êtes pas très confiant dans les ratios et dans les indicateurs que vous avez examinés, là, il faut aller vers la machine qui les a produits et qui vous les a livrés. En d'autres termes, c'est le système d'information. Et là, j'ai besoin de contrôler le contrôle. C'est ce que nous appelons la phase de la fiabilité ou la profondeur de la fiabilité. Je suis au-dessous de l'eau, mais pas à la base de l'iceberg. Je suis encore en haut un tout petit peu, et c'est là où j'utilise par exemple le questionnaire de contrôle interne. Et en dernier lieu, si je ne suis pas encore satisfait ou si la direction générale dans son ordre de mission et dans ce que j'ai convenu avec elle dans mon cahier de charge veut que j'aille un peu plus en profondeur, autrement dit à la base même de l'iceberg, c'est là où nous appelons, c'est l'approche précaution, où j'analyse en profondeur les risques. Si vous permettez, après avoir parlé de cette premier volet de la préparation, on passe au deuxième volet toujours de la préparation, c'est la prise de connaissance. La prise de connaissance, l'outil par excellence de cette prise de connaissance, c'est le questionnaire de prise de connaissance, dont l'abréviation c'est QPC. Q comme quantité, P comme prise de décision et C comme communication.
Et donc, dans cette prise de connaissance, nous avons besoin de trois éléments essentiels. Le premier, c'est la collecte information. Collecte information de quoi? De informations nécessaires pour que je juge quels seraient, quels sont les éléments qui peuvent impacter ma mission, de près ou de loin, bien sûr. Deuxième élément, c'est collecte de tous les, ou plutôt de l'essentiel des documents qui m'aideront à réussir ma mission. Et ces documents-là, c'est des documents sur l'activité de l'audité, l'organigramme de l'audité, les manuels de procédure, les référentiels tels que le référentiel des emplois et compétences, les tableaux de bord, les documents comptables, les anciens rapports d'audit s'ils existent, les études qui ont été faites, bref, selon la nature de l'organisation auditée, d'autres documents s'ajoutent. Je donnerai exemple, par exemple, si je serai en ressources humaines, le statut de personnel est un élément essentiel à recevoir, ou également le registre de la paie, tous les documents qui concernent la paix. Et en dernier élément de cette prise de connaissance, afin de peaufiner par la suite mon programme d'audit de cette mission pour savoir à qui s'adresser, quand, comment, et ainsi de suite, il est nécessaire de faire quelques entretiens de base. On clôt cette première phase, c'est la phase de la préparation. Bien évidemment, entre la phase de la préparation et avant de démarrer la phase de la réalisation, j'ai besoin d'un ordre de mission. L'ordre de mission est valable aussi bien si je suis auditeur externe ou auditeur interne. Ce document-là, que vous trouverez bien évidemment sur le support texte commun, le cours texte commun qui est sur le lien que j'avais déjà partagé également sur le Drive et qui a été élaboré avec un grand remerciement par professeur Boisa et que nous avons étoffé ensemble également avec moi-même et monsieur. Je salue ici mes dernières. J'estime un travail exceptionnel avec tout l'engagement et la modestie et j'espère que nos étudiants l'ont bien apprécié, que on serait à 100% à la réussite dès le premier contrôle pour ne pas aller au rattrapage. J'espère que ceux qui veulent laisser l'audit général au rattrapage, c'est pas la peine. Peut-être c'est l'occasion de s'engager. L'ordre de mission doit vérifier trois caractéristiques essentielles. Premier élément, c'est qu'il doit être signé par une autorité compétente. Dans le cas de l'audit interne, c'est la direction générale. Et dans le cas de l'audit externe, c'est par le commanditaire ou celui qui l'a délégué. Ce document-là, qui a été signé, doit être diffusé aux audités afin de garantir leur collaboration et la fluidité de la circulation de l'information entrant et sortant de chez l'auditeur. Et ne pas oublier que ce n'est pas à l'auditeur de déclencher le process, mais c'est toujours au commanditaire ou à la direction générale. Ça me permet, une fois que j'ai reçu mon ordre de mission, d'étoffer mon programme d'audit où je fixe et je reviens sur les objectifs de l'audit tout en mettant aussi bien toutes les parties intéressées sur les facteurs d'impact. Les facteurs d'impact, je rappelle, ils sont en nombre de 5. L'étendue de l'audit. Est-ce qu'on me demande de faire un audit très large ou un audit très restreint, audit d'opération par exemple? La gravité de la situation où j'interviens. Est-ce que c'est un audit ou dans une situation en bonne santé, dans une organisation auditée, entité auditée en bonne santé ou en difficulté? Degré de collaboration de l'audité, jusqu'à quel niveau les audités sont prêts à collaborer, à me faciliter la tâche, les caractéristiques de mon équipe, parce que bien que j'ai parlé depuis tout à l'heure, l'auditeur, en réalité, dans ma tête, l'auditeur peut être un individu comme il peut être un collectif. Et en dernier lieu, à ne pas oublier,
le budget et le temps. Et là, on revient au fameux triangle euh, euh, qualité-coût-délai qui renferme un peu les trois œufs. Est-ce que je ferai un very quick audit, un quick audit ou un audit normal? Mon programme doit retracer essentiellement, mon programme d'audit doit retracer essentiellement un diagramme en barre, c'est-à-dire les entités à visiter, qui visiter, avec qui dialoguer, à qui demander, s'il y en a des rendez-vous à prendre, il faut les prendre. Et bien évidemment, une fois que j'ai tout ça entre les mains, je commence ma collecte, investigation et euh, mon contrôle, pardon, mon contrôle sur pièce et sur place. Sur pièce, c'est la vérification de documents, le recalcul, la vérification des informations dont je dispose. Et sur place, c'est l'observation physique, c'est les entretiens avec les responsables. Et je l'avais signalé, ils n'ont pas beaucoup de temps. Généralement, on doit se munir de notre guide d'entretien avec des questions claires et précises, ni courte ni longue, pas trop d'introduction. Vous êtes des auditeurs et donc un auditeur, il a deux oreilles et une seule bouche, donc il doit écouter plus qu'il ne parle, bien que je parle maintenant beaucoup, mais c'est pour des raisons d'enseignement. Après les entretiens, bien évidemment, il y en a certaines populations chez l'audité que nous ne pouvons pas, avec lesquelles on ne peut pas s'entretenir. Et dans ce cas de figure, on fait des questionnaires pour les salariés, focus group, des focus group pour les, des focus group pour les, des focus group pour les cadres. Et dans ces focus group, j'avais rappelé que l'on peut utiliser le brainstorming, on peut utiliser la metaplane. Et en fin de compte, il faut croiser les informations obtenues d'ici et de là. Et généralement, c'est des réunions croisées qui peuvent être prévues. N'oublions pas que vous disposez d'autres outils essentiels tels que l'inventaire. La deuxième phase de la réalisation, c'est l'analyse approfondie ou la vérification. Dans cette analyse approfondie, cette vérification, et avant d'y arriver, bien évidemment, il faut clore ta phase de collecte, investigation par des frappes signées. Frappe, feuille révélation pardon, d'anomalies et de problèmes et qui doivent être signés. On passe à la deuxième séquence, c'est la phase de l'analyse et d'investigation et de l'analyse pardon approfondie que l'on peut également appeler la phase de la vérification des informations et de recherche des causes des problèmes, des dysfonctionnements, des anomalies ou des gisements de performance. Et là, vous disposez de plusieurs outils. Je ne vais pas revenir sur leurs détails. Vous avez le tableau d'analyse des problèmes qui les analyse en termes de gravité, répétitivité et qui vous permet par la suite de prendre les plus importants parce que dans certaines situations, on ne peut pas attaquer tous les problèmes. Vous avez le tableau de décomposition des processus qui cherche à montrer s'il y en a des redondances dans le fonctionnement, et c'est des tableaux de décomposition de processus qui fait quoi? Vous avez les tableaux d'analyse des risques, et là, vous disposez de registres des risques, et c'est très important de les utiliser. Et pour aller vers les causes, c'est le troisième commandement, on peut utiliser le Pareto, on peut utiliser également l'arbre des causes, on peut utiliser l'Ishikawa, et bien évidemment, en pratique, les auditeurs utilisent d'autres outils. Et bien évidemment, nous sommes avec il ne faut pas oublier que vous aviez déjà travaillé avec un questionnaire de contrôle interne et qui est l'un des éléments essentiels pour faire une meilleure analyse approfondie. On arrive à la dernière phase, c'est la phase de la conclusion. Et dans cette phase de la conclusion, il faut élaborer un rapport. Le rapport, bien évidemment, c'est un rapport de littérature. Il est écrit
en version préliminaire, soumis à l'avis contradictoire, surtout si vous êtes un auditeur externe, avant d'élaborer le rapport définitif. Qu'est-ce que comporte ce rapport-là? Ce rapport comporte, selon le mode de rédaction, est-ce que c'est francophone ou anglo-saxon, allemand? Le francophone, vous allez rappeler un peu les objectifs de la mission, les faire suivre par vos analyses et conclusions et clôturer avec les recommandations. Si vous êtes pour un mode de rédaction light à l'anglo-saxonne et à l'allemande, vous allez inverser votre rédaction et vous allez commencer par le rappel des objectifs suivi des recommandations et bien évidemment les détails d'analyse et de conclusion viennent après, ce qui fait gagner du temps à ceux qui vont lire votre document et d'aller droit vers le but. Une fois que votre rapport est entre les mains, il faut aller vers la réunion de clôture. La réunion de clôture, à l'instar de la réunion d'ouverture, elle réunit toutes les parties intéressées avec l'auditeur. Si la réunion d'ouverture avait pour objectif de leur présenter ce que vous allez faire, la réunion de clôture a pour objectif de leur montrer ce que vous avez obtenu. Le suivi, et qui est la dernière étape de vos recommandations, le suivi, il est indispensable si vous êtes facultatif et si vous êtes, un auditeur interne. Si je dis indispensable, ça ne veut pas dire que vous allez mettre la pression ou mettre la main à la pâte pour exécuter les recommandations. C'est au management de les faire, mais vous êtes appelé à suivre et s'ils ne sont pas appliqués, de rappeler à la direction que ça n'a pas été fait. De l'autre côté, si vous êtes un auditeur externe, le suivi des recommandations reste à la merci, bien évidemment, du TDR, des termes de référence ou du CPS, cahier de prescription spéciale. Et si c'est inscrit dans le TDR que le suivi doit être assuré, donc tu l'assureras. Sinon, donc, votre mission est terminée et également mon ordre de mission a pris fin. Pour interagir rapidement, il y en a seulement une question avant de clôturer. Est-ce que l'examen sera QCM? Là, je vous renvoie à aller voir une nouvelle fois pour s'inspirer, pour s'exercer sur le type d'examen que nous posons nos trois, moi, M. Chigri et M. Boisin. C'est en partie QCM et en partie analyse de cas, mais une analyse assez light. J'estime que l'effort a été là. S'il n'y a pas d'autres questions, je clôture cette vidéo et je vous remercie d'avoir suivi aussi nombreux cette deuxième séquence et que on ne sera que satisfait de votre prestation au contrôle final. Merci infiniment et je vous souhaite bon courage, bon jeûne et Ramadan Karim et à des prochaines vidéos. Au revoir et au revoir également non seulement à mes étudiants et aux étudiants des autres groupes, mais également à tous les likers, à leur tête, tous les professeurs qui encouragent ces initiatives. Merci infiniment. Au revoir.